Bonjour, je m'appelle Daniel Hartley, j'ai 33 ans et je suis ingénieur logiciel. Je vis dans une petite ville de l'Oregon, entourée de collines verdoyantes et de routes étroites, et où tout le monde se connaît. De celui qui vient d'acheter une nouvelle voiture à celui qui a oublié de verrouiller sa porte arrière. Je ne suis pas du genre à aimer raconter ma vie, mais si vous lisez ceci, vous vous demandez probablement pourquoi je suis assis ici à écrire ces lignes tard le soir, le bruit du vent qui souffle par la fenêtre, me rappelant le temps passé. L'époque où ma famille, ou plus précisément, ma petite sœur Lena et moi, avions tout. Cette ville, Wood River, est si petite qu'on pourrait la traverser à pied en moins d'une heure. Pourtant, elle a un charme étrange, comme si le temps était figé quelque part entre des rangées de pommiers et des rivières scintillantes sous le soleil. J'habite un petit appartement au 2e étage avec un balcon donnant sur le fleuve Columbia. L'appartement n'est pas grand, mais il suffit à contenir ce dont j'ai besoin. Un bureau encombré de papier et de mon ordinateur portable, un vieux fauteuil chiné aux puces, et une bibliothèque remplie de manuels techniques et de quelques romans que je n'ai jamais fini de lire. Ma vie, si je devais la décrire, est probablement une succession de journées répétitives. Se lever le matin, se préparer un café, coder, participer à des réunions en ligne avec l'équipe de Portland, puis rentrer le soir pour regarder un film ou surfer sur les réseaux sociaux. Simple. Mais j'aimais ça. Du moins, je le croyais, jusqu'à ce que tout change. J'ai grandi dans une famille que, vue de l'extérieur, tout le monde trouverait parfaite. Mes parents, Richard et Eleanor Hartley, étaient le genre de personnes que toute la ville respectait. Mon père était comptable, toujours vêtu de costumes impeccables et d'une voix grave et posée. Ma mère était professeure de littérature au lycée, donnant des conférences inspirantes sur Shakespeare ou Hemingway. Mais à la maison, c'était une femme stricte qui plaçait toujours l'honneur de la famille au-dessus de tout. Ils n'étaient pas le genre de parents à serrer leurs enfants dans leurs bras ou à leur dire « je t'aime ». Pour eux, c'était extravagant, inutile. Chez nous, l'amour se manifestait par des dîners de famille ponctuels, des rappels pour les devoirs et des règles inflexibles. Pas de répliques, pas de quoi que ce soit qui puisse alimenter les ragots des voisins, et surtout, pas de honte pour la famille Hartley. En tant qu'aîné, je suppose que c'est moi qui portais le poids d'attentes invisibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à faire les choses comme il faut. Avoir des A, jouer au football au lycée, obtenir un diplôme d'ingénieur logiciel et trouver un emploi stable. Je n'étais pas une génie, mais j'étais travailleuse. Et je savais rendre mes parents fiers. Mais celle qui a vraiment conquis mon cœur dans cette maison, ce n'étaient pas mes parents. C'était Lena, ma petite sœur. Lena a 5 ans de moins que moi. Je me souviens encore du jour où ma mère l'a ramenée de l'hôpital. Si petite, avec de grands yeux ronds et des cheveux blonds dorés. Debout dans un coin du salon, je regardais mes parents se sourire. Un sourire rare que je n'ai presque plus revu par la suite. Lena a grandi comme une brise légère, douce et gentille, mais avec une résilience que je n'ai remarquée qu'en grandissant. Elle était toujours à l'écoute, savait toujours me faire rire. Même quand papa me grondait pour avoir cassé une vitre ou eu un C en chimie, j'ai appris à Lena à faire du vélo, à fabriquer des cerfs-volants avec de vieux journaux et à se cacher dans le jardin quand maman était en colère. Nous formions une équipe, quoi qu'il arrive. Mais notre famille n'était pas aussi parfaite qu'elle le paraissait. À 15 ans, j'ai commencé à remarquer les fissures. Les soirs où mes parents me croyaient endormi, je les entendais se disputer. Non pas des disputes bruyantes, mais des murmures froids et aigus comme des couteaux fendant l'air. J'ai entendu ma mère parler de son désir de partir, de son désir de liberté. J'ai entendu mon père répondre d'une voix grave, « Je ne pouvais pas faire ça, pour notre honneur, pour Lena et moi. » Je ne comprenais pas bien, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, j'ai vu ma mère assise seule dans la cuisine, un verre de vin à la main, les yeux rouges. Je n'ai pas osé poser la question. Je suis simplement retourné discrètement dans ma chambre. Plus tard, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone qu'elle avait voulu divorcer, mais qu'elle était restée pour les enfants. Je ne savais pas si cela me rendait reconnaissante ou coupable. Peut-être les deux. Lena était heureusement trop jeune pour remarquer ces choses-là, mais elle était assez sensible pour ressentir la tension à la maison. Un jour, alors qu'elle n'avait que 7 ans, je l'ai trouvée recroquevillée dans sa chambre, serrant sa poupée préférée contre elle, me demandant, « Daniel, pourquoi maman ne sourit-elle plus ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors je lui ai juste caressé la tête et dit, « Maman est juste fatiguée. Si tu es sage, elle sourira à nouveau. » Je n'étais pas sûr de croire mes propres paroles. Malgré les ombres qui planaient sur notre maison,
Léna et moi trouvions des moyens de nous rendre mutuellement heureuses. Nous avions nos petits secrets, comme glisser des biscuits dans la cuisine à minuit ou faire semblant d'être malade pour sécher les cours et regarder des dessins animés toute la journée. Je me souviens que quand Léna avait 10 ans, elle a perdu le bracelet en argent que maman lui avait offert pour son anniversaire. Elle a pleuré à chaudes larmes, terrifiée par les réprimandes de maman. J'ai passé la journée à fouiller la maison et je l'ai finalement trouvée sous le canapé. Quand je le lui ai rendu, ses yeux se sont illuminés comme si je venais de sauver le monde. « Tu es mon super-héros », a-t-elle dit, et j'ai ri. Mais intérieurement, je me suis dit, si j'étais un super-héros, j'emmènerais toute notre famille dans un endroit où tout le monde sourirait davantage. Quand je suis entré à l'université, Léna avait 13 ans et commençait à devenir une jeune femme. Elle était encore douce, mais commençait à avoir ses propres pensées, ses propres rêves. Elle disait qu'elle voulait devenir infirmière pour aider les autres, car les gens ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux dans leurs moments les plus faibles. J'étais fier de Léna, mais j'étais aussi inquiète. Je savais que nos parents n'accepteraient pas facilement quoi que ce soit qui ne soit pas conforme à leur plan. Ils voulaient qu'elle étudie le droit ou le commerce avec un avenir prometteur. Après mes études, j'ai choisi de retourner à Hood River, près de ma famille. Mon travail après les études était correct, avec un salaire suffisant pour vivre confortablement et économiser un peu. J'aimais être près de Léna, l'entendre parler de l'école, de ses nouveaux amis et de son rêve de devenir infirmière. Chaque week-end, je rentrais dîner avec mes parents et Léna. Ces dîners étaient toujours un peu gênants. Papa parlait du travail. Maman s'enquérait de ses projets d'avenir. Et j'essayais de détendre l'atmosphère avec des anecdotes drôles sur mes collègues. Léna était généralement silencieuse, souriante et hochant la tête. Mais son regard croisait toujours le mien comme pour dire « Tu as bien compris ». Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au jour où Léna avait 22 ans, en dernière année d'école d'infirmière. J'ai reçu un message d'elle. Court, mais assez pour me faire battre le cœur. Daniel, j'ai besoin de te voir. Ne le dis pas à papa et maman. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Léna n'était pas du genre à réagir de manière excessive et le ton de son message m'a fait froid dans le dos. Je l'ai appelée tout de suite, mais elle n'a pas décroché, se contentant de me répondre par SMS. Ce soir-là, au café de Maple Street. Bon. Ce soir-là, je suis allé au café de Maple Street, attendant Léna avec un latte refroidi. Les faibles lampadaires projetaient une lueur brumeuse sur le trottoir mouillé après la pluie de l'après-midi, reflétant de faibles traînées de lumière jaune. Mon cœur battait fort, non pas à cause du café, mais à cause du message de Léna. Ne le dis pas à papa et maman. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. La porte du café a tinté et Léna est entrée. Elle portait un manteau de laine trop grand, ses cheveux blonds relevés, mais ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré toute la journée. Elle s'assit en face de moi, les mains jointes, évitant mon regard. J'avais envie de lui demander tout de suite, de crier et d'exiger ce qui se passait, mais je connaissais Léna. Elle avait besoin de temps pour se confier. L'air entre nous était lourd, empli seulement de la douce musique acoustique des enceintes du magasin et des murmures de quelques clients dans le coin le plus éloigné. Léna, dis-je en essayant de garder une voix calme. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle se mordit la lèvre, clignant rapidement des yeux comme pour retenir ses larmes. Puis elle leva les yeux, sa voix tremblante, presque un murmure. Daniel, je suis enceinte. Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Je fixai Léna, cherchant le moindre signe indiquant qu'il s'agissait d'une blague, qu'elle éclaterait de rire et dirait « Je plaisante ». Mais non, ses yeux étaient pleins de larmes, ses lèvres serrées, et je savais que c'était vrai. J'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais j'avais la gorge serrée. Je restais assise là, serrant toujours ma tasse, comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans la panique. À quand remonte la grossesse? Parvins-je enfin à dire, d'une voix qui semblait sortir de ma bouche. J'essayais de rester calme, mais j'étais en pleine tempête. Léna était enceinte. Ma petite sœur, la fille qui me cachait des biscuits à minuit, était assise là, me disant qu'elle allait être mère. Léna baissa les yeux, les mains jointes. 5 mois, dit-elle d'une voix si douce que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Je ne sais pas quoi faire, Daniel. J'ai peur. 5 mois? Répétai-je plus fort que prévu. Je n'étais pas une experte en grossesse, mais j'en savais assez pour comprendre que 5 mois, ce n'était pas une découverte récente.
Léna, pourquoi as-tu gardé le secret si longtemps? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. J'avais trop peur. Je pensais pouvoir gérer ça toute seule, mais ensuite, c'est devenu trop dur. Jared, Sa voix se brisa et elle se couvrit le visage, les épaules tremblantes de sanglots. Jared, je fronçai les sourcils, essayant de retrouver le nom. Jared Thompson. Je l'avais rencontré une fois en déposant Léna à sa résidence universitaire. Un grand type aux cheveux blonds et au sourire confiant comme si le monde lui appartenait. Un étudiant en finance, toujours en train de parler de grands projets. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas. Et Jared? Est-ce qu'il est au courant? Léna hocha lentement la tête, chaque hochement de tête semblant douloureux. Je le lui ai dit il y a 2 mois. Au début, il avait dit qu'il resterait, qu'on trouverait une solution, mais ensuite il a disparu. Pas de SMS, pas d'appel. J'ai appris par un colocataire qu'il avait déménagé à Seattle pour un travail dans une start-up. Il m'a quitté. Elle marqua une pause, prenant une grande inspiration. Il ne veut pas du bébé. Une vague de chaleur me parcourut comme si mon sang bouillait. Jared, ce crétin arrogant, avait abandonné Léna, ma sœur, la personne la plus gentille et la plus douce que je connaisse. J'aurais voulu me lever, filer droit à Seattle, le retrouver et lui mettre un coup de poing dans la figure. Mais en voyant Léna, si petite et fragile, je savais que ma colère ne réglerait rien. Bon, je garde l'équilibre, dis-je en essayant de garder une voix ferme, même si mes mains tremblaient. On va trouver une solution. Tu n'es pas seul. Je suis là. Je tendis la main et la pris. Sa main était glaciale, mais elle la serra comme si j'étais sa bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Daniel, je ne veux pas avorter, dit Léna d'une voix plus ferme, quoique encore tremblante. Je sais ce que les gens vont penser, ce que maman et papa vont penser, mais je ne peux pas. C'est mon bébé. J'acquiesçai, même si j'avais l'esprit embrouillé. Je ne savais pas quoi faire. Comment aider Léna à traverser cette épreuve? Mais je savais une chose, je ne pouvais pas la laisser affronter ça seule. Alors on gardera le bébé, dis-je, comme si c'était la chose la plus évidente. Mais Léna, il faut que tu le dises à papa et maman. Il faut qu'ils sachent. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis de panique. Non, tu ne comprends pas. Ils vont me tuer. Ils ne me pardonneront jamais. Tu sais comment ils sont. Je le savais, mon Dieu, je le savais trop bien. Nos parents, avec leurs règles d'or, ont toujours placé l'honneur de la famille au-dessus de tout. Une fille enceinte hors mariage à 22 ans, dans une petite ville comme Wood River, où les gens bavardaient plus qu'ils ne buvaient de café le matin. Ce n'était pas qu'un scandale. C'était une tâche qu'ils considéraient comme indélébile. Mais je savais aussi qu'on ne pourrait pas le cacher éternellement. Léna l'avait gardé secret pendant 5 mois, et son ventre allait bientôt trahir la vérité. Je lui ai serré la main, essayant de lui donner de la force. Je n'en étais pas sûr. Léna, écoute-moi, ai-je dit à voix basse, essayant de la calmer. On ne peut pas le cacher éternellement. Ils le découvriront tôt ou tard. Mieux vaut qu'ils l'apprennent de toi plutôt que par un voisin indiscret. Je serai là avec. Toi, d'accord? Je ne te laisserai pas affronter ça seule. Elle m'a regardé, les yeux brillants de larmes, cherchant une lueur d'espoir. Tu me le promets? A-t-elle murmuré. Je te le promets, ai-je répondu. Même si ma peur n'était pas moindre que la sienne, j'imaginais le visage de papa, la façon dont il pinçait les lèvres, le regard perçant comme des couteaux. J'entendais la voix de maman, non pas crier, mais murmurer des mots plus blessants que n'importe quel cri. Mais je ne laisserai pas Léna affronter ça seule. Jamais. 2 jours plus tard, j'ai emmené Léna chez le médecin. Je ne voulais pas qu'elle y aille seule après ce qu'elle avait vécu avec Jared. Nous sommes allés dans une petite clinique en périphérie de Portland, où personne ne nous connaissait. Léna est restée assise sur le siège passager, silencieuse tout le trajet, les mains sur son ventre comme pour protéger le bébé du monde. Je lui ai jeté un coup d'œil, forçant un sourire. Tout ira bien, ai-je dit, mais ma voix manquait de l'assurance que je souhaitais. Cet après-midi-là, j'ai conduit Léna chez la maison de nos parents, la maison blanche à 2 étages avec une clôture en bois que j'appelais chez moi. La maison avait la même apparence que d'habitude, avec son jardin soigneusement entretenu et le panneau de la famille Hartley près de la porte. Mais aujourd'hui, elle ne me semblait pas familière.
On aurait dit une forteresse, et nous étions des intrus. Nos parents étaient dans le salon quand nous sommes entrés. Papa était dans son fauteuil, lisant le journal, tandis que maman essuyait la table à manger, son geste lent et posé, comme toujours. Ils ont levé les yeux, légèrement surpris de nous voir tous les deux. Daniel. Léna. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de débarquer tous les deux comme ça, demanda maman d'une voix douce mais teintée de suspicion. Léna se tenait près de moi, serrant fort mon bras. J'ai pris une grande inspiration, cherchant les mots justes. Maman, papa, il faut qu'on parle. J'ai sursauté, la voix plus tremblante que je ne le voulais. C'est à propos de Léna. Papa a plié le journal lentement, les yeux plissés. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda-t-il d'une voix basse comme la pierre. Léna a pris une inspiration, puis a dit d'une voix tremblante mais claire. Je suis enceinte. 5 mois. Silence. Un silence pesant, sec, comme si l'air de la pièce avait été aspiré. Maman cessa d'essuyer la table, la main crispée sur la nappe, les jointures blanches. Papa se redressa, le regard passant de la surprise à la colère. Quoi, rugit-il, sa voix résonnant dans la petite pièce. Je suis désolé, dit Léna, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas que ça arrive, mais je veux garder le bébé. Maman s'avança, le visage dur, le regard acéré comme un couteau. Léna, te rends-tu compte de ce que tu as fait, dit-elle d'une voix basse mais froide. Tu as détruit l'honneur de cette famille. Que penses-tu que les voisins diront? Comment crois-tu qu'on va garder la tête haute, interrompit papa, la voix aussi douce que celle du père. Léna, il faut que tu arranges ça. Avorte tout de suite. Léna secoua la tête, les larmes tombant comme une pluie. Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, papa se leva brusquement. Sa voix était tonitruante. Tu n'as pas le choix. Tu as déshonoré cette famille, et maintenant tu oses me répondre. Je ne pouvais plus me taire. Je me suis placé devant Léna comme pour la protéger de leurs paroles blessantes. Léna n'a rien fait de mal. Elle essaie de faire ce qui est juste. Tu ne vois pas ça? Maman m'a regardé, les yeux pleins de déception. Daniel, tu la défends. Sais-tu ce que ça va nous faire? Elle doit arranger ça, sinon on ne sera plus la famille Hartley. La famille Hartley? J'ai ricané, mais mon cœur se serrait. Être une famille, c'est se soutenir les uns les autres, pas sauver les apparences. Léna a besoin de nous, et tu lui tournes le dos. Papa m'a pointé du doigt, le visage rouge de rage. Ne me fais pas la leçon sur la famille, Daniel. Si elle veut garder ça, ce n'est plus ma fille. Sors de cette maison. Léna sanglotait, s'accrochant à moi. J'avais l'impression que mon cœur était brisé, mais je ne pouvais pas la laisser craquer. D'accord, dis-je en posant ma main sur l'épaule de Léna et en la guidant vers la porte. Si tu mets Léna dehors, tu me mets aussi dehors. On se débrouillera toute seule. La porte claqua derrière nous, le bruit résonnant comme un jugement dernier. Léna sanglota dans la voiture et je partis, retenant mes larmes. Je ne savais pas ce qu'on ferait ensuite, mais je savais une chose. Léna et son bébé étaient ma famille, et je ferais tout pour les protéger. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. J'emmenai Léna chez moi, un espace exigu prévu pour une seule personne. Je lui donnai la chambre et dormis sur le canapé. Je me mis à travailler en ligne, acceptant quelques projets en freelance pour couvrir les dépenses. Léna quittait à peine la pièce, assise là, le ventre bercé, le regard vide. J'essayais de la faire rire en lui racontant de vieilles histoires sur les nuits où on mangeait des cookies en cachette, mais elle ne parvint qu'à esquisser un léger sourire, comme si sourire était un fardeau. Les voisins ont commencé à remarquer. Madame Miller, du rez-de-chaussée, qui apportait toujours des biscuits aux nouveaux voisins, s'est mise à me regarder d'un œil inquisiteur. « Daniel, ta sœur va bien ?» m'a-t-elle demandé un jour, la voix pleine de curiosité. J'ai juste souri en disant que Léna se reposait, mais je savais que les rumeurs avaient commencé. À Wood River, les secrets ne restaient pas secrets bien longtemps. J'ai commencé à m'intéresser aux soins des nouveau-nés, à lire des livres que je n'aurais jamais pensé toucher. J'ai appris à préparer du lait maternisé, à changer des couches et à tenir un bébé correctement. Chaque soir, je m'asseyais avec Léna pour lui raconter mes lectures, essayant de la convaincre que nous en étions capables. Mais parfois, après qu'elle s'était endormie, je restais assis seul sur le balcon, à regarder le fleuve Columbia,
avec l'impression de me noyer. Je n'étais plus seulement un frère. J'étais un protecteur, un soignant, et je n'étais pas sûr d'être assez fort. Les mois qui ont suivi ont été une suite interminable de longues journées. Je travaillais du matin jusqu'à tard le soir, codant sur mon ordinateur portable pendant que Léna dormait ou restait assise dans mon fauteuil à lire des livres de soins infirmiers. J'acceptais davantage de projets en freelance, de petits boulots qui suffisaient à payer le loyer, les frais médicaux et tout ce dont Léna avait besoin. Je ne me plaignais pas, mais il y avait des soirs où mes yeux me piquaient à force de fixer l'écran trop longtemps, et j'avais l'impression de courir un marathon sans fin. Léna l'avait remarqué. Un jour, elle est sortie de la pièce avec une tasse de thé chaud et l'a posée devant moi. « Daniel, tu n'es pas obligé de tout faire, a-t-elle dit d'une voix douce, mais teintée d'inquiétude. Je peux trouver un travail à temps partiel. Non, les jeux interrompus, peut-être un peu plus durement que je ne le pensais. Tu as besoin de te reposer. Laisse-moi m'en occuper. Elle m'a regardé, les yeux brillants, puis a hoché la tête. Mais je savais qu'elle se sentait coupable. Je détestais ça. Détestais qu'elle se prenne pour un fardeau. Mais je ne savais pas comment lui faire comprendre que pour moi, c'était elle et le bébé qui me permettaient de continuer. La communauté autour de nous ne facilitait pas les choses. Wood River est une petite ville, et les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. J'ai commencé à remarquer des regards indiscrets quand j'allais à l'épicerie, des murmures dans mon dos quand j'achetais du café. C'est le frère de la fille enceinte hors mariage, ai-je entendu quelqu'un dire au magasin. Leur voix était un mélange de curiosité et de jugement. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme un petit couteau qui transperçait ma fierté. Je me fichais de ce qu'ils pensaient de moi, mais quand ils regardaient Léna, quand elle poussait un caddie au supermarché, son ventre de femme enceinte visible sous son pull, je voyais comment ils se détournaient comme si elle était quelque chose de honteux. J'avais envie de leur crier dessus pour leur dire qu'ils ne savaient rien d'elle, ni de nous. Mais j'ai serré les poings, je suis resté silencieuse et j'ai serré la main de Léna plus fort. Léna le sentait aussi. Elle ne sortait jamais, restant souvent à l'appartement, fenêtre fermée. Je ne veux pas qu'il me regarde comme ça, m'a-t-elle dit un jour quand je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas se promener avec moi. Je ne veux pas qu'il pense que je suis une erreur. Je l'ai serrée dans mes bras, essayant de lui dire qu'elle n'était pas une erreur, qu'elle était la personne la plus forte que je connaisse. Mais mes mots ne suffisaient pas à effacer la douleur dans ses yeux. Pourtant, tout le monde ne lui tournait pas le dos. Madame Miller, la voisine du dessous, a commencé à arriver avec des boîtes de nourriture maison, de la soupe au potiron, du pain grillé, parfois une assiette de biscuits. Cette petite a besoin de manger correctement, a-t-elle dit en faisant un clin d'œil à Léna. Pour la première fois, Léna a souri. Un vrai sourire et j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que le monde entier n'était pas contre nous. Quand Léna a atteint son 8e mois, tout est devenu plus réel que jamais. Je l'ai emmenée faire des examens réguliers et le médecin a dit que le bébé se développait bien, mais que Léna avait besoin de plus de repos car elle montrait des signes de fatigue. J'ai essayé de lui faciliter la vie en lui préparant des repas simples, en lui achetant des oreillers supplémentaires pour qu'elle puisse dormir confortablement, et même en apprenant à lui masser les pieds lorsqu'elle se plaignait de douleur. Mais Léna était de plus en plus anxieuse. Daniel, et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas une bonne mère, m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous étions assises sur le canapé à regarder un vieux film qui nous trompait. Tu seras une mère merveilleuse, ai-je dit en lui prenant la main. Tu aimes déjà ce bébé avant même sa naissance. C'est le plus important. Elle a souri, mais je savais qu'elle avait encore peur. J'avais peur aussi, mais je n'osais pas le dire. J'avais peur de ne pas être assez forte pour laisser tomber Léna, le bébé et moi-même. Le jour où Léna a commencé à accoucher est arrivé de manière inattendue, un matin pluvieux d'octobre. J'étais en train de coder quand je l'ai entendu appeler depuis la chambre. Sa voix était paniquée. Daniel, je crois que c'est le moment. J'ai failli laisser tomber mon ordinateur portable, le cœur battant à tout rompre, tandis que je me précipitais à l'intérieur. Léna était assise sur le lit, le visage pâle, les mains sur le ventre. J'ai mal, murmura-t-elle. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai fait les minutes suivantes. Tout était flou. J'ai aidé Léna à monter dans la voiture et j'ai roulé comme un forcené jusqu'à l'hôpital, essayant de rester calme tandis qu'elle respirait bruyamment et me serrait la main. Je suis là, répétais-je comme un mantra. Même si je tremblais moi-même, en arrivant à l'hôpital, les infirmières ont rapidement emmené Léna en salle d'accouchement.
Je voulais l'accompagner, mais on m'a dit d'attendre dans le couloir. Assise sur une chaise en plastique dur, je fixais l'horloge murale qui tournait, chaque seconde s'étirant comme une heure. Je pensais à nos parents. Ils ne m'avaient toujours pas contacté. Pas un seul appel, pas un seul SMS. J'avais appelé maman quelques jours après qu'ils aient mis Léna à la porte, espérant qu'il changerait d'avis, mais elle m'avait répondu sèchement. Quand Léna aurait réparé son erreur, reviens. J'ai raccroché sans un mot. Mais maintenant, avec Léna en salle d'accouchement, j'avais envie de les appeler pour leur crier qu'il manquait le moment le plus miraculeux de leur vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là, à prier, sans savoir à qui je m'adressais. Après 3 longues heures d'angoisse, une infirmière est arrivée en souriant. Elle a accouché, un petit garçon en pleine santé. Je me suis levé, les jambes tremblantes au point de faillir tomber. Je peux entrer, ai-je demandé d'une voix brisée. L'infirmière m'a conduite dans la chambre. Léna était allongée sur le lit, trempée de sueur, mais radieuse. À côté d'elle, un petit bout de chou enveloppé dans une couverture blanche, les yeux fermés. Mika, murmura Léna en me regardant. Je l'appelais Mika. Je m'approchai, incertaine de ce que je devais faire. L'infirmière me tendit Mika et je le serrai doucement dans mes bras, de peur de briser quelque chose d'aussi précieux. Il était si petit, si chaud. Et en le regardant, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si le monde entier se réduisait à moi, Léna et Mika. J'ai coupé le cordon ombilical, les mains tremblantes. Et quand l'infirmière m'a montré comment le tenir correctement, j'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Les semaines qui suivirent furent un nouveau défi. Léna était faible après la naissance, et je devins la principale personne à s'occuper d'elle et de Mika. J'ai appris à changer les couches, à préparer le lait maternisé et à apaiser Mika lorsqu'il pleurait au milieu de la nuit. Certaines nuits, je ne dormais que 2 heures, jonglant entre le travail et la surveillance de Mika pour que Léna puisse se reposer. J'étais épuisé, mais chaque fois que je voyais Mika dormir, ses petites mains serrées en poing, je sentais que ça en valait la peine. Léna s'est lentement rétablie et a repris ses études d'infirmière grâce à des cours en ligne. Je l'ai vue assise devant son ordinateur, prenant des notes minutieuses, même si ses yeux étaient encore fatigués. « Je veux faire ça pour Mika », a-t-elle dit un jour quand je lui ai demandé pourquoi elle ne prenait pas une pause plus longue. « Je veux qu'il soit fier de sa mère. » En voyant Léna ainsi, avec sa résilience silencieuse, j'étais à la fois fier et dévasté. Elle faisait tellement d'efforts malgré tout. Les regards critiques de la ville, le silence glacial de nos parents et les cicatrices laissées par Jared. J'aurais voulu lui dire qu'elle était déjà une mère formidable, mais je me suis contenté de sourire, de lui tapoter l'épaule et de retourner à mon travail, essayant d'éviter que tout ne s'écroule. Le temps a passé en un clin d'œil. Mika avait maintenant 3 ans, un petit garçon aux cheveux blonds dorés comme ceux de Léna et aux grands yeux marrons curieux qui contemplaient le monde. Il était le centre de nos vies. Chaque matin, je me levais tôt pour préparer son biberon et jouer avec lui pendant que Léna étudiait. Ces moments où Mika riait ou me serrait le doigt étaient le seul remède qui m'aidait à oublier les nuits blanches et les factures qui s'accumulaient. Mais une chose me serrait le cœur. Mika m'appelait papa. La première fois qu'il l'a dit, j'ai failli faire tomber ma tasse de café. Léna a ri, mais une lueur de tristesse brillait dans ses yeux. « Il t'aime », a-t-elle dit. « Mais pas toi. » Elle n'a pas terminé, mais j'ai compris. Je n'étais pas le père de Mika, même si j'avais fait tout ce qu'un père aurait pu faire. Notre vie, bien que difficile, s'était lentement stabilisée. Léna étudiait assidûment. Je continuais à travailler en ligne, et les voisins, surtout Madame Miller, devinrent des alliés inattendus. Elle apportait souvent de vieux jouets ou une assiette de biscuits, toujours avec ce commentaire, pour le petit Daniel. « Tu te débrouilles très bien. » Ces petits mots me soutenaient, mais au fond de moi, je ressentais encore un vide. Nos parents ne m'avaient pas contacté. J'ai essayé de leur rendre visite une fois quand Mika avait 1 an, espérant qu'ils s'attendriraient à la vue de leur petit-fils, mais papa est resté sur le portail et m'a dit froidement « Dégage de ma vue. » Il n'est pas très courageux. Je suis rentré en voiture, agrippé au volant, luttant contre les larmes. Puis, un soir, tout a basculé. J'étais sur le canapé à consulter mes emails professionnels pendant que Léna nourrissait Mika dans la cuisine. Mon téléphone a vibré, un nouvel email a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil, m'attendant à un autre projet, mais le nom de l'expéditeur m'a figé. De Jared Thompson. Jared.
Le nom m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. 3 ans. 3 ans depuis qu'il avait abandonné Lena, la laissant seule avec une grossesse de 5 mois. J'ai voulu supprimer l'email pour faire comme s'il n'existait pas. Mais une partie de moi, la curiosité ou peut-être la colère, m'a fait craquer. Daniel, commençait l'email. Je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de moi. Je ne te blâme pas, mais j'ai besoin de te parler. Lena. Je veux la voir, elle est mon fils. J'ai eu tort et je veux réparer. S'il te plaît, donne-moi une chance. Le sang me monta à la tête. Une chance? Il pensait avoir le droit de demander une chance après ce qu'il avait fait. Je me levai, arpentant le salon, essayant de réprimer ma rage. Lena sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, le regard inquiet. Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. J'hésitais, ne sachant pas comment le lui dire. Mais Lena n'était plus une enfant. Elle méritait la vérité. Jared a envoyé un email, dis-je d'une voix sèche. Il veut te voir. Et Mika. Lena se figea, le visage blême. Elle s'assit, les mains tremblantes. Qu'a-t-il dit? Demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Je lui tendis le téléphone, la laissant le lire elle-même. Lena parcourut l'email, les lèvres pincées, les yeux brillants. Il n'a aucun droit, dit-elle, mais sa voix trembla. Après tout, il n'a aucun droit. Revenir. Exactement, répondis-je d'un ton plus dur que prévu. Il t'a abandonné, Lena. Il ne mérite pas d'être le père de Mika. Tu n'es pas obligé de le voir. Puis je perçus une lueur d'hésitation dans ses yeux. Elle regarda par la fenêtre où les lampadaires projetaient une lueur sur le trottoir mouillé. Mais peut-être que Mika a besoin de savoir qui est son père, dit-elle après un moment de réflexion. Ces mots firent l'effet d'une gifle. Mika avait besoin de connaître son père. J'étais là depuis 3 ans, changeant des couches, veillant les nuits, faisant tout pour que cette famille reste unie. Mais je n'étais pas le père de Mika, et même si je détestais l'admettre, les mots de Lena me blessèrent. Tu es sûr? Demandai-je en essayant de garder une voix posée. Il t'a fait du mal, Lena. Qui sait s'il ne recommencera pas? Elle secoua la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Je ne sais pas, mais je dois penser à Mika. Si Jared est vraiment désolé, peut-être mérite-t-il une chance de connaître son père. Quelques jours plus tard, j'ai accepté que Lena réponde à son email. Je ne le voulais pas, mais je ne pouvais pas la forcer. Lena a écrit un message court, poli, mais froid, acceptant de rencontrer Jared dans un café de Portland. Un endroit neutre, pas Wood River, où les gens se regarderaient et chuchoteraient. J'ai insisté pour l'accompagner, non pas parce que je voulais voir Jared, mais parce que je ne lui faisais pas confiance. Lena a accepté, mais j'ai vu l'incertitude dans son regard, comme si elle était prise entre deux mondes. Le jour du rendez-vous, j'ai conduit Lena à Portland, laissant Mika avec Madame Miller. Lena est restée presque silencieuse tout le long du trajet, les mains serrées sur ses genoux. J'aurais voulu lui dire quelque chose pour la réconforter, mais je ne savais pas quoi. Quand nous sommes arrivés au café, Jared était déjà là, assis dans un coin, vêtu d'un costume gris hors de prix, bien loin du jeune étudiant arrogant que j'avais rencontré autrefois. Il se leva en nous voyant, un sourire nerveux aux lèvres. « Lena, » dit Jared d'une voix douce mais tendue. « Merci d'être venu, Daniel. » Il me fit un signe de tête, mais je ne répondis pas. Je restai assis, les bras croisés, à le fixer. Jared commença à parler, la voix tremblante. Il expliqua qu'après avoir quitté Lena, il avait déménagé à Seattle et travaillé pour une start-up technologique. L'entreprise avait prospéré et il était désormais millionnaire, propriétaire d'un Pantouz et d'une équipe d'employés. Mais il disait que rien de tout cela ne le rendait heureux. « J'avais tort, Lena, dit-il en baissant la tête. J'avais peur à l'époque. Je n'étais pas assez viril pour être père. Mais j'ai changé. Je veux rencontrer mon fils. Je veux arranger les choses. » Lena resta assise en silence, serrant sa tasse de café. J'avais envie d'interrompre Jared, de lui crier au visage qu'il ne méritait pas ça, qu'il n'avait aucune idée de ce que nous avions traversé. Mais je suis restée silencieuse, laissant Lena décider. Finalement, elle leva les yeux d'une voix froide mais ferme. « Jared,
tu m'as quitté au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu crois que des excuses suffisent? Jared s'agenouilla en plein milieu du café, attirant les regards de quelques personnes. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, dit-il. Mais je veux faire mes preuves. Je veux rencontrer Mika pour faire partie de sa vie, et je veux me racheter pour ce que je vous ai fait à tous les deux. Il me regarda comme s'il cherchait mon approbation. J'ai senti mon sang bouillir. Me racheter? Ai-je rétorqué. Tu crois que l'argent peut racheter les 3 années que Lena a dû passer à côté de moi? Endurer? Les 3 années où je l'ai regardé pleurer à cause de toi. Daniel, a dit Lena, plaçant une main sur mon bras, la voix douce mais ferme. Permettez-moi de gérer ça. J'ai serré ma mâchoire et détourné les yeux. Jared a continué à parler, promettant de subvenir aux besoins de Mika pour sécuriser son avenir. Il a même dit qu'il avait embauché un avocat pour créer un fonds en fiducie pour Mika. Lena a écouté, mais je pouvais voir qu'elle était déchirée. C'était la fille naïve qui aimait autrefois Jared, mais c'était une mère, et je savais qu'elle pensait à ce qui était le mieux pour Mika. Dans les semaines qui ont suivi, Lena a rencontré Jared quelques fois de plus, toujours à Portland, et j'ai toujours continué. Jared était patient, apportant des cadeaux pour Mika, un ours en peluche, une voiture de jouets. Mais j'ai remarqué comment Mika s'accrochait à moi, m'appelant papa, et ça m'a brisé le cœur. Jared a essayé de se connecter avec Mika, mais le garçon était trop jeune pour comprendre. Une fois, quand Jared a essayé de le tenir, Mika a pleuré et a couru vers moi. J'ai vu les yeux de Jared sombres, mais il n'a rien dit. Lena vacillait. Daniel, je ne sais pas quoi faire, a-t-elle dit une nuit après que Mika dormait. Jared dit qu'il veut être père. Il a de l'argent. Il peut donner une vie meilleure à Mika. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Et je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, dis-je, lui prenant la main. Mais tu dois décider ce qui est le mieux pour Mika. Pas pour Jared, pas pour moi, mais pour ton fils. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu le conflit dans ses yeux. J'étais aussi en conflit. J'avais peur de perdre la mine parmi eux, les jours qui ont suivi, j'ai essayé de vivre normalement, mais chaque fois que je voyais Mika dans l'appartement, en train de saisir la main et de m'appeler le cœur. Père. Jared pour ce qu'il a fait, mais je ne pouvais pas nier qu'il pouvait donner des choses à Mika que je n'ai jamais pu. Une vie stable et confortable, sans s'inquiéter des factures ou des nuits blanches de surmenage. Un après-midi, alors que je rentrais du travail, Lena m'a appelé dans le salon. Elle était assise sur le canapé, Mika somnolent sur ses genoux tandis que Jared se tenait dans le coin, les mains dans ses poches, l'air tendu mais déterminé. Daniel, commença Lena, sa voix douce mais ferme. Jared a quelque chose à dire à nous deux. Je m'assis, les bras croisés, essayant de rester calme. Jared s'éclaircit la gorge, s'avança et plaça une pile de documents sur la table. Daniel, Lena, dit-il, sa voix stable mais claire. I know we can't undo the damage I've caused, do you want to start? I've bought a house in Wood River, right by the Columbia River. It's worth $1 million. I want to give it to the three of you. Lena, Mika, and you, Daniel. It's a place where Mika can grow up, where Lena can study and work, and where you, Daniel, won't have to worry about rent anymore. He was stunned, speechless. A house? $1 million? Il looked à Lena, elle a été aussi choquée. Voix de leur avenir. Merci, dis-je, ma voix sèche. Mais cela ne change pas ce que vous avez fait. Jared hocha la tête comme si je m'attendais à ma réaction. Je sais, mais il y a encore une chose. Il se tourna vers Lena, ses yeux se ramollissent. Lena, je veux que nous recommençons. Si tu m'as, je veux t'épouser. Un bon mariage. Pour vous donner la respectabilité, pour donner à Mika une famille complète. Je promets de passer ma vie à vous rattraper. Lena était assise silencieusement, sa main caressant doucement les cheveux de Mika. Je pouvais la voir en difficulté, déchirée entre la douleur du passé et l'espoir pour l'avenir. Je voulais crier pour lui dire que Jared ne pouvait pas lui faire confiance, qu'il pourrait l'abandonner à nouveau. Mais je n'ai rien dit. C'était la vie de Lena, la vie de Mika, et je ne pouvais pas décider pour elle. Après de nombreuses nuits de réflexion, Lena m'a appelé sur le balcon où nous nous sommes souvent assis en regardant la rivière Columbia. Daniel, dit-elle, sa voix douce mais résolue.
J'ai fait mon décision. Je vais pardonner à Jared. Non pas parce que je l'aime toujours, mais à cause de Micah. Il mérite une famille, un avenir. Jared peut donner à Micah des choses que vous et moi ne pouvez pas. J'ai hoché la tête, même si mon cœur avait l'impression d'être écrasé. Êtes-vous sûr? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il vous a blessé une fois. Comment savez-vous qu'il ne recommencera pas? Je ne le fais pas, admit Lena, ses yeux brillants. Mais je dois essayer Micah et toi. Vous serez toujours la personne la plus importante pour moi et mon fils. Personne ne peut vous remplacer. J'ai serré Lena dans ses bras, cachant mes larmes. Je savais qu'elle avait raison. Micah avait besoin d'une famille, d'un père, même si ce père n'était pas moi. Mais sachant que cela n'a pas facilité la douleur. J'avais passé 3 ans à être papa de Micah. Et maintenant, j'ai dû apprendre à lâcher prise. Le mariage de Lena et Jared a eu lieu dans un hôtel luxueux de Portland, orné de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Lena portait un robe de mariée blanche, ses cheveux dorés tressés, ressemblant à une princesse. Micah dans un minuscule costume a couru dans la salle de réception, riant quand je l'ai ramassé. J'étais le meilleur homme debout à côté de Lena, souriant pendant que mon cœur se brisait. Jared dans un smoking ressemblait à un homme transformé, mais je ne pouvais toujours pas lui faire pleinement confiance. J'ai scanné la salle de réception dans l'espoir de voir mes parents même dans la rangée arrière, mais ils ne sont pas venus. J'avais envoyé une invitation avec une courte lettre disant que Lena commençait un nouveau qu'ils pouvaient rencontrer leur petit-fils. Aucune réponse. Je suppose qu'ils se sentaient encore de là. Culpabilité ou peut-être qu'ils s'accrochaient à leur fierté. Quelle que soit la raison, leur absence fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Après le mariage, Lena, Jared et Micah ont déménagé à Seattle où Jared avait un pantouf surplombant le son de puée. Je les ai aidés à emballer, essayant de ne pas laisser Micah voir ma tristesse. Quand il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Papa, je te verrai bientôt, non ?» J'ai juste hoché la tête, peur de parler au cas où ma voix se casserait. J'ai emménagé dans la nouvelle maison que Jared a donnée une spacieuse maison de 2 étages près de la rivière Columbia avec un jardin et de grandes fenêtres face aux collines vertes. C'était plus beau que partout où j'avais jamais vécu, mais c'était vide. Plus de rire de Micah. Plus de nuits qui parlent avec Lena sur le canapé. J'ai continué à travailler, à coder, mais chaque soir assis seul dans le grand salon. J'avais l'impression qu'une partie de moi manquait. Un mois après le mariage, lors d'une soirée pluvieuse, la sonnette a sonné. J'ai été surpris. Peu de gens ont visité cette heure. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai gelé. Mes parents se tenaient là sous la lueur sombre de la lumière du porche. Maman. Ses cheveux argentés platèrent mouillés sur son front, me regardaient avec des yeux rouges et fatigués remplis d'une émotion que je n'ai jamais vue en elle. Regret. Papa se tenait à côté d'elle, les épaules s'effondrant, son visage sévère maintenant âgé d'une décennie. Daniel, dit maman, sa voix tremblante, presque noyée par la pluie. Pouvons-nous entrer? J'ai hoché la tête sans voix, ma gorge serrée. Je les ai conduits dans le salon où la lumière jaune chaude illuminait les murs nu mettant en évidence l'immobilité de la maison. Ils se sont assis sur le canapé, maman serrant la main de papa, leurs doigts entrelacés comme si elle tirait du courage de lui. Je me suis assis en face d'eux, agrippant les accoudoirs, mon cœur battant. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, le jour où mes parents ont fait face à ce qu'ils avaient fait. Mais maintenant que cela se produisait, je ne savais pas comment me sentir. Maman prit une profonde inspiration, ses yeux brillants. Nous avions tort, Daniel, elle a commencé sa voix se briser. Nous étions trop durs, trop froids. Nous avons repoussé Lena et toi aussi. Nous pensions que nous protégerions l'honneur de la famille, mais nous avons perdu notre famille. Je suis désolé. Une larme coulait sur sa joue, et elle inclina la tête comme si elle ne pouvait pas rencontrer mes yeux. Papa, toujours, la stoïque, avait l'air étrangement petite. Il hocha la tête, sa voix, chaque mot une lutte. Nous lisons votre lettre sur le mariage de Lena. Nous voulions venir la voir, rencontrer notre petit-fils, mais nous n'avons pas osé. Nous avions peur que Lena ne nous pardonne pas, que vous ne voudriez pas nous voir après ce que nous avons fait. Il fit une pause, saisissant la main de maman, et j'ai vu ses yeux se reproduire pour la première fois de ma vie. J'ai vu mon père pleurer. Je me suis assis silencieusement, des émotions s'écrasant sur moi comme une vague. Colère, douleur, mais aussi un soupçon de soulagement. Pendant des années,
j'étais furieux contre eux pour avoir tourné le dos à Lena, pour m'avoir laissé tout seul. Mais les voyant là-bas, deux personnes vieillissantes et pleines de remords, ma colère a fondu, remplacée par une profonde tristesse. Lena a pardonné Jared, dis-je, ma voix douce mais ferme. Et elle vous pardonnera. Elle est plus forte que vous ne le pensez. Et Micah, il a besoin de ses grands-parents. Il mérite de connaître l'amour d'une famille. Maman fonda en larmes, se précipitant vers moi, me serrant fermement comme si elle avait peur de disparaître. Mon garçon, elle sanglota. Je t'ai blessé. Je n'ai jamais voulu le faire. Papa se tenait lentement, plaçant une main sur mon épaule, un geste maladroit mais lourd. Tu es un bon frère, Daniel, dit-il, sa voix tremblante. Et un père à Micah. Je suis fier de toi. Nous nous tenions là enveloppés dans les bras les uns des autres dans la grande pièce mais soudain chaude. La pluie est toujours tombée à l'extérieur, mais elle patotante ressemblait maintenant à une berceuse, douce et réconfortante. Pour la première fois depuis des années, je sentais que ma famille n'était pas seulement des pièces cassées. Nous pourrions guérir étape par étape. Et bien que la route à venir soit longue, je savais que nous allions marcher ensemble. Après le départ de mes parents, je me suis assis sur le canapé, la tasse de café maintenant froide toujours sur la table. La maison était calme, remplie uniquement du bruit de la pluie et de mon rythme cardiaque, qui coulait toujours de ce qui venait de se passer. J'avais été en colère contre mes parents depuis si longtemps, convaincu qu'ils ne changeraient jamais. Mais voyant maman pleurer, voyant papa, l'homme aussi inflexible que Stone, tremble alors qu'il s'excusa, je sentais une partie de moi éclaircir. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient mes parents, et ils essayaient de faire amende. J'ai décroché mon téléphone, mes doigts hésitants sur l'écran. Je voulais appeler Lena pour lui parler de maman et papa, mais j'avais peur. Peur de ne pas vouloir l'entendre, que les blessures qu'ils avaient causées étaient trop profondes pour qu'elle pardonne. Mais ensuite j'ai pensé à Micah, de son sourire radieux, et je savais que je devais essayer. J'ai composé son numéro et après 2 anneaux, la voix de Lena est passée chaleureuse et familière. Daniel, j'étais sur le point de t'appeler. Micah posait des questions sur papa ce matin. J'ai souri bien que mon cœur se resserre au mot papa. Comment va le petit gars? Ai-je demandé, essayant de garder mon ton gai. Et toi? Comment va la vie à Seattle? Lena a ri, un son doux mais plein de vie. Micah va très bien, Daniel. Il aime courir dans l'appartement, rendre Jared fou parce qu'il continue de vouloir jouer au super-héros. Et moi, j'étudie à nouveau. Et Jared, il est bon pour moi. Daniel, je n'ai jamais pensé que je serais aussi heureux. L'appartement néglige la baie, et chaque matin, Micah se tient près de la fenêtre, pointant des navires et posant 1 million de questions. Perte. A commencé à raconter tout. Sous la pluie. Comment maman a pleuré. Comment papa a admis leurs erreurs. J'ai décrit le regret dans leurs yeux, les excuses que je n'ai jamais pensé prononcer. Quand j'ai fini, Lena était silencieuse pendant un long moment, et je craignais de la bouleverser. Enfin, elle parla, sa voix tremblante. Je ne sais pas si je peux leur pardonner tout de suite, Daniel. Mais je me sens soulagé. Il y a des parents, et je ne veux pas que Micah grandisse sans connaître ses grands-parents, s'arrêta-t-elle, puis a continué sa voix plus lumineuse. Daniel, Thanksgiving arrive. Je veux vous inviter, maman et papa à Seattle, chez nous avec Jared. Je veux que notre famille soit ensemble, même si c'est juste pour une journée. J'étais stupéfait, ne m'attends pas à ce que Lena ouvre son cœur si rapidement. Tu es sûr? J'ai demandé. Il serait ravi. Mais tu n'aurais pas à précipiter. Tu es la personne la plus importante pour moi et mon fils. J'ai souri, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je serai là, Lena, et j'amènerai maman et papa. Dans les semaines précédant Thanksgiving, je me suis reconnecté avec mes parents. J'ai visité leur maison la première fois depuis qu'ils avaient expulsé Lena. La maison était la même avec sa clôture blanche et son jardin soigneusement taillé. Mais cette fois, c'était plus chaud. Maman a fait du thé. Papa s'est assis en face de moi, et nous avons parlé, pas seulement de Lena, mais des années passées, des choses que nous n'avions jamais dites. Tu as bien fait, Daniel, dit papa une fois, ses yeux tenant une fierté que j'ai rarement vue. Tu as tenu cette famille ensemble. Quand Thanksgiving est arrivé, j'ai conduit maman et papa à Seattle. Ils étaient silencieux tout le long. Maman tenant la main de papa,
papa regardant la fenêtre comme si je préparais quelque chose de monumental. J'étais nerveux, aussi, je ne fais pas en sorte que Lena réagisse pour les revoir, ou comment Mika répondait à son grand-parent pour les revoir. L'appartement de Jared était au dernier étage d'un immeuble luxueux avec de grandes fenêtres sur le son de pluie chatoyant. « Bonjour, maman. » Maman fondit immédiatement en larmes, tenant Lena fermement, chuchotant des excuses. Papa resta immobile, mais quand Lena le serra dans ses bras, j'ai vu ses épaules trembler. « Je suis désolé, sanglota maman. J'avais tort de te repousser. »« C'est fini, maman, dit Lena, souriant à travers ses larmes. Nous sommes ici maintenant pour Mika, pour la famille. » Mika, curieux mais timide, se tenait derrière ma jambe, regardant ses grands-parents avec de grands yeux. Maman s'est agenouillée, ouvrant ses bras. « Bonjour, Mika, dit-elle, sa voix s'étouffa. Je suis ta grand-mère. » Mika hésita, puis courut vers elle, la serrant dans ses bras et la pièce semblait s'allumer avec son rire. Le dîner de Thanksgiving était une image de la perfection. Nous nous sommes assis autour de la table avec de la dinde, de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille magnifiquement arrangée. Jared a parlé de son travail, essayant de soulager la tension, tandis que Lena a partagé des histoires sur l'école et son rêve de devenir infirmière. Mes parents ont écouté, hochant la tête de temps en temps et je les ai vus sourire. Authentique souris, pas forcé. Mika s'est assis entre Lena et moi, mangeant et bavardant sur un navire qu'il a vu dans la baie, faisant rire toute la table. Alors que le dîner se terminait, nous nous sommes rassemblés autour de la cheminée, ces flammes de crépitement réchauffant la pièce. Lena a pris ma main, chuchotant « Merci, Daniel. Sans toi, je ne sais pas où je serais. » Je lui ai serré la main, ne disant rien parce que les mots ne pouvaient pas capturer ce que je ressentais. Mes parents sont restés une journée supplémentaire en jouant avec Mika, en parlant avec Lena, et pour la première fois, je les ai considérés comme de vrais grands-parents. Alors qu'ils se préparaient à partir, maman m'a serré dans ses bras, disant « Vous nous avez donné une deuxième chance, Daniel. Nous n'oublierons jamais cela. » Papa hocha la tête, mais sa tape sur mon épaule a tout dit. De retour dans la rivière Oud, je me suis assis sur le balcon de la nouvelle maison, en regardant la rivière Colombie briller sous le clair de lune. Notre histoire n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre avec ses fissures, ses larmes et ses sourires. Lena et Mika étaient heureuses. Mes parents étaient de retour, et je savais que j'avais fait la chose la plus importante.